Eh bien, chers amis, bienvenue pour notre numéro 2 de Fréquence Populaire. Et cette fois, nous sommes avec Jacques Sapir. Vous le connaissez déjà tous, je crois, vous le suivez, c'est normal. C'est un des plus grands économistes français. Il a prouvé par le passé à plusieurs reprises qu'il était un grand prévisionniste. Donc ce n'est pas un économiste qui se trompe, c'est un économiste qui arrive à prévoir les événements futurs. Jacques Sapir est aussi géopoliticien et c'est moins connu, c'est aussi un expert militaire, un expert de défense et un auteur d'ouvrages de stratégie. Donc bienvenue Jacques Sapir, et en attendant de te donner la parole, je rappellerai à tous ceux qui nous écoutent, eh bien, pour que nos vidéos et ces débats soient plus visibles, n'oubliez pas de mettre le petit pouce, d'appuyer sur la cloche, de partager et aussi de commenter ces débats qui, je pense, aujourd'hui avec Jacques seront excellents. Bonjour Jacques. Bonjour, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ah bah ça fait très plaisir. On comptait commencer tous ces débats avec toi. Bon, ça c'est fait avec Didier Maisto, mais tu es le deuxième. Et on comptait commencer avec toi parce qu'on comptait commencer de manière globale l'analyse de la situation pour voir où on va et comment reprendre notre destin en main. Je parle de la France. Et donc l'idée était d'aborder la situation actuelle sous l'angle global et géopolitique. Et en particulier avec l'avènement des BRICS. Donc ce regroupement de pays que sont le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud, qui seront rejoints en janvier 2024 par 6 pays. L'Argentine, alors je ne sais pas si avec Javier Milei ça restera d'actualité, mais bon, l'Argentine, l'Éthiopie, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Iran et Arabie Saoudite. Grand exploit. Eh bien, première question, est-ce qu'il y a un grand chambardement du monde en ce moment, selon toi ? Oui, il y a un grand chambardement du monde, c'est une chose évidente. Mais il faut aussi comprendre que ce chambardement du monde n'a pas commencé en février 2022. Autrement dit, il n'a pas commencé avec la guerre en Ukraine. C'est quelque chose que l'on voit se préciser et commencer en réalité depuis, je vais dire 2012-2014, mais plutôt 2012. En effet, c'est à la suite de la crise financière de 2008-2010, la crise qu'on appelle la crise des subprimes, que la Russie et la Chine se sont dit il n'est plus possible de rester, même de manière critique, dans le cadre d'un monde qui est organisé par les États-Unis. Et ils ont fait le constat, alors la Russie de manière beaucoup plus politique, c'est-à-dire le fait que la politique américaine devenait profondément contradictoire avec la politique russe, mais la Chine, au départ plutôt sous un angle économique. Grosso modo, ce sont les États-Unis qui contrôlent la monnaie mondiale, qui contrôlent l'ensemble des grandes institutions économiques mondiales, et ils se sont révélés incapables de faire face à cette crise qui pourtant a pris son origine chez eux, puisqu'on rappelle, la crise des subprimes, c'est une crise du marché hypothécaire américain qui ensuite s'est étendue à l'ensemble de la planète. Donc, ces deux pays ont dit il faut commencer à se dégager de l'emprise américaine. Et ils ont fait pivoter à ce moment-là les BRICS, qui à l'époque, je dis bien les BRICS, puisqu'il s'agissait Brésil, Russie, Inde, Chine, sans l'Afrique du Sud. Ça, c'est la réunion de 2009. Et en 2011, pour ça je dis plutôt 2011-2012 comme point de départ, ils font adhérer l'Afrique du Sud et ils commencent à tenter de mettre en place toute une série d'institutions, par exemple des agences de notation nationales, de manière à se libérer du poids des agences de notation américaines, mais globalement, ils mettent en place petit à petit des institutions qui visent à sortir du cadre américain et globalement occidental. Cette démarche a reçu une première accélération en 2014. Bon,
il y a les problèmes qui se passent en Ukraine, qui impliquent la Russie. La Russie décide d'intervenir au moins en Crimée. Bref, elle se fait expulser du G8, qui redevient le G7. Et là, les dirigeants russes se disent, nous sommes rentrés dans une période de longue durée, d'affrontements. Alors, pour l'instant, à bas bruit, c'est l'analyse suivante, mais ils estiment toujours qu'un affrontement à bas bruit peut dégénérer dans un affrontement de grande ampleur avec les États-Unis. Et donc, ils décident de se rapprocher politiquement de la Chine. Alors, il faut savoir qu'il y avait déjà... D'ailleurs, la Chine les a beaucoup aidés en 2014. Tout à fait. Par des achats en avance de gaz, des prêts. Tout à fait. La Chine les avait beaucoup aidés. Ça faisait partie, en fait, de la stratégie russe depuis 2010. Et ça aussi, c'est un point qu'en règle générale, on ignore. C'est en 2010, par exemple, qu'est publié le texte qui s'appelle « La stratégie énergétique de la Russie à l'horizon 2030 ». Bon. Ce texte, il est discuté dès 2009. En Russie, il y a même des premières versions qui sont publiques. Hein. D'ailleurs, le texte est complètement public. Et j'ai deux de mes étudiants qui ont fait leur thèse là-dessus, enfin qui l'ont beaucoup utilisé dans leur thèse. Et dans ce texte, la Russie dit, enfin les dirigeants russes disent, il est important pour nous de diversifier nos acheteurs d'énergie. Et comme c'est l'Asie qui sera le point marchand, disons l'endroit d'où viendra la croissance du monde, il faut réduire la place de l'Europe et il faut, dans nos échanges d'énergie, beaucoup augmenter la place de l'Asie, alors que ce soit sur le pétrole, sur le gaz naturel. C'est là où il commence à mettre en place les premières usines de compression de gaz pour faire du GNL, parce que, grosso modo, jusqu'en 2011-2012, l'essentiel du gaz qui est exporté par la Russie passe par gazoduc. Il n'y a pas de gaz liquéfié. Ils commencent à penser l'expansion de leur industrie nucléaire civile, la vente de centrales. Pourquoi ? Parce qu'ils ont, et de manière extrêmement logique, analysé le fait que dans les pays d'Asie, il y aurait un besoin d'énergie et surtout le besoin de substituer le charbon, qui est, quand même, il faut le rappeler, à l'époque, l'énergie majeure de la Chine et de l'Inde, les deux poids lourds de l'économie mondiale. Il faut substituer le charbon par des sources d'énergie qui sont nettement moins polluantes. C'est-à-dire d'abord le gaz, le pétrole aussi, et à terme, le nucléaire. Donc tout ceci, c'est intégré. La Russie est le premier exportateur de centrales nucléaires au monde. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ils viennent de signer avec le Burkina Faso. Tout à fait, tout à fait. L'installation d'une centrale nucléaire. Tout à fait. Et ce que l'on ne sait pas, c'est que la Russie avait, donc dès ce texte de 2010, fixé comme objectif la vente de 45 à 50 centrales nucléaires à à la Chine d'ici 2030. Donc c'est considérable, en fait. C'est un effort énergétique tout à fait considérable. Bon, donc on a ça. On a... Ce qui montre bien qu'étaient lunaires les analyses de certains, disant que les relations avec la Chine et la Russie allaient être rompues. Oh, tout à fait. Tout à fait. C'était complètement lunaire. Je ne dis pas que ces relations, par ailleurs, sont fondées sur une profonde histoire d'amour. Je dis simplement qu'il s'agit des intérêts convergents des deux pays et qu'on est parti pour une période qui va durer encore 20 ou peut-être 30 ans, où ces deux pays seront nécessairement très proches. En fait, la seule chose qui pourrait amener ces deux pays un petit peu à prendre leur distance l'un par rapport à l'autre, ce n'est pas le renforcement du camp occidental, ça serait au contraire l'effondrement complet du camp occidental. Du jour où les Chinois ne verront plus les Américains comme un danger potentiel pour eux, ni les Russes d'ailleurs, et ne verront plus l'Europe comme capable de venir soutenir les Américains de manière importante, à ce moment-là, ils se reposeront peut-être des problèmes sur leurs relations. Tant que ça ne sera pas le cas, ils ne s'en poseront pas. Donc ça, si vous voulez, c'est une logique absolument implacable. Donc là, ce qui se passe, c'est le cauchemar de George Kennan, ce grand géopoliticien américain qui a été l'organisateur du containment à partir de 1949, containment de l'URSS, ou de même Kissinger, qui avait dit il ne faut surtout pas que la Russie et les Chinois soient alliés.
Tout à fait, tout à fait. Donc ça va raté. Ça va même au-delà, parce qu'il faut toujours se rappeler une chose. Kennan, que j'ai un petit peu connu, avait été premier conseiller à l'ambassade des États-Unis à Moscou pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il avait beaucoup contribué à la mise en place du pré-bail pour l'Union soviétique. Simplement, il constate que l'Union soviétique, que Staline, appelons les choses par leur nom, que Staline commence à tester les Occidentaux, essentiellement les États-Unis et la Grande-Bretagne, sur toute une série de terrains, et il dit, si on veut éviter que l'on arrive à une nouvelle guerre mondiale, il faut fixer des limites, car si on fixe des limites, et si on les fixe de manière ferme, Staline s'arrêtera. Staline ne veut pas la guerre. Par contre, tout ce qu'il peut prendre sans la guerre, il cherchera à le prendre. Donc c'est ça l'origine de la politique du containment. Et la politique du containment, en réalité, n'est pas la politique de guerre froide. C'est beaucoup plus une politique qui consiste à dire qu'il faut fixer des frontières nettes, et une fois que tout le monde aura compris que ces frontières ne peuvent pas être bougées, sauf à déclencher une guerre majeure, les relations s'amélioreront entre les pays. Bon, là-dessus est venu ça. Ce que n'ont pas compris les Américains sur ligne rouge géorgienne et ukrainienne. Ah, tout à fait, tout à fait. Et ce que dit Kennan s'applique à l'Union soviétique de l'époque, mais pourrait aussi s'appliquer, parce qu'on voit toujours qu'il y a ce besoin de frontières, de lignes rouges qui soient connues, respectées des deux côtés. Ça, c'est vraiment quelque chose dont la vie internationale a besoin. Ça peut évidemment maintenant s'appliquer aux États-Unis. Donc, je reprends. On est dans une tendance qui est au démantèlement du monde occidental tel qu'on l'a connu, ce que moi j'appelle la démondialisation, et en même temps une désoccidentalisation. Et c'est excellent livre qu'on peut se procurer, toujours. Absolument, surtout dans la nouvelle édition, l'édition qui a été publiée en 2021. Donc, ça, c'est une tendance qui a commencé immédiatement après la crise financière de 2008-2010, avec deux facteurs accélérateurs extrêmement importants. Évidemment, les événements de 2014 et les premières sanctions prises par les pays occidentaux contre la Russie en 2014 et 2015. Donc oui, ça a été un premier accélérateur de ce phénomène. Et puis, évidemment, le deuxième accélérateur, c'est la guerre en Ukraine. Et là, on a vu que, tout d'abord, toute une série de pays soutenaient, sans le dire ou en le disant, la Russie, mais que ce qui est encore beaucoup plus important, des pays qui pouvaient condamner l'agression russe, ou ce qui est appelé l'agression russe en Ukraine aux Nations Unies, se refusaient à appliquer les mesures de sanctions, les embargos, les différents embargos qui sont pris sur différents types de biens ou différents types de services. Et ça, d'une certaine manière, pour la Russie, c'est encore plus important, je dirais, qu'un soutien. Parce que ça veut dire que, d'une certaine manière, leur position, même si elle est désapprouvée, est considérée comme écoutable par toute une série de pays. Et là, on voit bien qu'on est rentré dans une logique qui est maintenant, qui va en s'accélérant, et qui est une logique de fin de l'ordre mondial tel qu'il existait sous la houlette des États-Unis. Je vais donner un exemple très simple. En 2015, l'Arabie saoudite affronte la Russie sur la question du prix du pétrole. Et elle le fait très probablement à la demande des États-Unis. Et le prix du pétrole tombe à 24-25 $. Bon. Les Saoudiens, ils laissent des plumes et ils s'entendent fin 2015 avec la Russie et le pétrole remonte. Bon. Deuxième épisode de conflit entre ces deux pays, la crise Covid. 2020, même chose. Les prix s'effondrent complètement et aucun des deux pays ne veut céder. Donc on arrive même à cette situation grotesque, qui avait des stocks de pétrole, comme ils ne trouvaient plus de lieu de stockage, qui ont été vendus à prix négatif. Bon, ça a duré 24 heures, mais ça donne un exemple de l'espèce de panique qu'il y avait sur le marché du pétrole. Et suite à ça,
les dirigeants russes et saoudiens se sont dit, bon, c'est fini les conneries, il faut qu'on s'entende. On sait bien qu'on ne peut pas agir sur le marché pétrolier sans que l'autre soit d'accord. Ni les Saoudiens peuvent le faire sans nous, et nous ne pouvons pas le faire sans les Saoudiens. Donc, ils se mettent d'accord, et ils se mettent d'accord à travers ce qu'on appelle maintenant le groupe OPEP+, ou OPEC+, en anglais, qui gère en réalité le marché du pétrole. Et quand en 2022, les États-Unis sont venus dire aux Saoudiens « mais il faut absolument que vous augmentiez votre production, d'abord pour nous fournir du pétrole, ensuite pour faire baisser le prix de manière à ruiner la Russie », les Saoudiens ont dit « non, il n'en est pas question, et nous allons rester sur notre stratégie qui est co-gérée avec la Russie, de manière à maintenir les prix du pétrole jamais en dessous de $60 le baril, et plus probablement on va viser un objectif qui est compris entre 80 et $100 le baril. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. On a un exemple flagrant de déplacement de la fixation des prix, puisque la puissance occidentale était entre autres choses liée au fait que c'est l'Occident, ou en Occident, qui était fixé les prix des marchandises du monde. Alors, c'était pas tout à fait vrai. Il faut se rappeler de la crise de 73. En 1973, suite d'ailleurs à une guerre entre Israël et les pays arabes l'environnant, les pays producteurs de pétrole avaient décidé d'une forme d'embargo, ce qui avait fait monter les prix. Mais ils étaient montés quelques mois, ils étaient redescendus de manière extrêmement importante. Donc, ça veut dire que les prix étaient fixés à la fois par l'action des producteurs, qui agissent sur des volumes de production, et sur le niveau de spéculation que l'on a essentiellement sur Wall Street, mais un petit peu aussi à Londres, et où, à travers le jeu des futurs, les achats ou les ventes à terme, on peut avoir des formes de pression sur le marché du pétrole. Mais globalement, il est très clair que le marché du pétrole dépend essentiellement des volumes de production que font les pays producteurs. Bien. Si ces pays producteurs, si en tous les cas les plus importants d'entre eux, s'entendent pour mettre en place des réductions de production, il est inévitable que le prix du pétrole soit stable, soit commence à monter au bout d'un terme. Et ce qui est important, c'est que c'est à travers ce marché du pétrole qu'a commencé à se construire la relation entre la Russie et l'Arabie Saoudite, et que l'accord qui a été passé fin 2020 anticipe en réalité de l'accord que Saoudiens et Iraniens signeront sous l'égide de la Chine. Il est très clair que pour des raisons politiques, les Russes ont dit « nous avons de bonnes relations avec les Iraniens, nous avons maintenant de bonnes relations avec vous, mais nous ne pouvons pas nous mettre en position d'intermédiaire. » Demandez aux Chinois de le faire. On rappelle que l'Iran et l'Arabie Saoudite ont repris des relations sous la houlette de la Chine et ont décidé de rentrer conjointement dans les BRICS. Donc là, on voit bien le pivotement qui est en train de s'accélérer de manière extrêmement rapide. Est-ce qu'on peut dire aussi que les Chinois et les Russes et les autres BRICS, le Sud global, ont observé négativement l'Occident s'empêtrer tant dans la crise de 2008 que durant le Covid, et que l'Occident n'a pas réussi à montrer une capacité à gérer ces crises et à montrer une relative faiblesse à ce moment-là? Oui, mais il n'y a pas que ces crises. Bien sûr, il y a la crise de 2008, donc la crise des subprimes, ça c'est tout à fait vrai. Il y a la crise de la Covid. Ceci dit, le mode de gestion de la crise de la Covid en Inde ou en Chine n'est pas réellement meilleur que le mode de gestion tel qu'il a pu exister dans les pays occidentaux ou aux États-Unis. Mais il y a eu d'autres crises, en particulier le départ des États-Unis d'Afghanistan, qui est considéré dans l'ensemble des pays du Sud global comme une défaite assez humiliante pour les États-Unis. Il y a l'effondrement de la puissance française en Afrique de l'Ouest. Alors, on en a pris conscience cette année,
Mais il faut savoir que cet effondrement, il commence en 2019. C'est en 2019 que l'on a les premières manifestations pro-russes au Mali. Et à cette époque-là, les responsables russes que je rencontre me disent mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire en Afrique de l'Ouest? Vous ne vous rendez pas compte qu'il y a un mode de relation avec ces pays-là qui n'est plus possible aujourd'hui. Ils m'ont même proposé, j'ai fait remonter leur proposition, évidemment ça n'a eu aucun écho, mais ils avaient même proposé, comme ils l'avaient proposé d'ailleurs dès 2018, que l'on cogère la lutte contre le terrorisme, en disant vous avez un savoir-faire malgré tout sur les pays du Sud-Sahel qui est indiscutable. D'ailleurs, c'est une chose très intéressante. Les principaux responsables en Russie de la politique africaine dans cette région-là sont des francophones. Ce sont des gens qui parlent français, qui ont fait leurs études en France. Bon. Mais n'intervenez pas trop directement, parce qu'en tant qu'ancienne puissance coloniale, ça posera des problèmes. Nous, par contre, qui ne sommes pas localement une ancienne puissance coloniale, nous pourrions amener des troupes, et si nous co-gérons la situation, nous aurions une capacité de frappe contre les organisations terroristes, contre AQMI, etc., qui serait de très loin supérieure. Alors, bien sûr, il faut tout de suite voir ce qu'il y a derrière cela. C'était une manière de rentrer sans trop de conflits avec la France dans ces pays. Mais de toutes les manières, ils étaient déjà en train d'y rentrer. Donc, là encore, je pense que la politique française sur l'Afrique occidentale a été à la fois malsaine et erronée. Malsaine dans ses pratiques, erronée dans sa démarche, dans cette idée qu'il considère mais l'Afrique francophone restera la chasse gardée de la France pour les 20 ans qui viennent. Non, non, c'est pas le cas, et on voit très bien aujourd'hui que c'est pas le cas. Bien. Et ça aussi, ça a été analysé par ces différents pays. Après, il y a toute une série de crises locales. Le fait que il n'y a pas que les BRICS. Il y a une autre organisation qui est importante. C'est l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, qui au début était essentiellement centrée sur l'Asie centrale, qui aujourd'hui, avec l'adhésion de l'Inde et du Pakistan, sert de forum de discussion entre ces deux pays. Alors on va dire, oui, une discussion entre l'Inde et le Pakistan. Il faut ne jamais oublier qu'il s'agit de deux puissances nucléaires. Bien sûr. Même si ce ne sont pas des puissances nucléaires reconnues en tant que telles, oui, ce sont des puissances nucléaires. Donc il est extrêmement important qu'elles aient un endroit où elles peuvent dialoguer. Donc tout ceci est en train de se mettre en place, et on voit bien que d'abord par l'économie... Je te coupe là-dessus. Oui. C'est vrai qu'on vit un drame, les gens ne s'en rendent pas beaucoup compte, mais les outils de discussion, de désescalade, les forums de discussion où vont se connaître soit des intellectuels, soit des diplomates, soit des militaires, ont été divisés à peu près par 10 depuis la période de la guerre froide. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que alors que les systèmes d'armes se sont, eux, accélérés dans le déclenchement de tirs, on a beaucoup moins d'outils de désescalade. Tout à fait. Donc c'est toujours bien quand il y a des puissances nucléaires qu'elles aient des endroits où ça discute un peu. Absolument, absolument. Et c'est même extrêmement important. Et alors là, on voit bien qu'il s'agit d'un forum qui n'est pas à l'initiative des États-Unis ou des pays occidentaux, mais qui est à l'initiative, en réalité, de pays euro-asiatiques. Bon. Donc, tout ceci est en train de se mettre en place et démontre une contestation multiforme, une contestation par l'économie. Et je rappelle que quand on calcule le PIB du monde en parité de pouvoir d'achat, qui est beaucoup plus sûre comme méthode que la méthode dite sur la base des taux de change. La Chine a dépassé les États-Unis depuis 2017. Les BRICS sont l'équivalent du G7
depuis 2021, enfin, ou 2021 ou 2022. Bon, donc, avec il y a les 6 nouveaux pays, ça va dépasser. Voilà, avec ça, certainement, mais je veux dire, la base des BRICS. Donc, on a une contestation économique, on a une contestation politique globale, on a une contestation en matière de construction de nouvelles institutions. Alors après, il faudra voir comment ces institutions vont évoluer, qu'il s'agisse des BRICS ou de l'OCS. Par exemple, je pense que l'OCS va être prise très rapidement dans un vrai dilemme. Est-ce qu'elle reste une organisation qui est plutôt focalisée sur l'Asie centrale ? Et il y a des problèmes à régler en Asie centrale qui sont importants. Ou est-ce qu'elle va, outre ces problèmes, s'étendre à l'océan Indien ? Le fait que l'Inde y ait adhéré irait dans cette démarche avec une future adhésion, si ce n'est en tant que tel au BRICS, en tant qu'observateur par rapport aux BRICS, de pays comme l'Afrique du Sud, le Kenya, etc. Donc, une avancée de ces institutions de sécurité. Et enfin, il y a une avancée dans le domaine, je dirais, culturel global, qui est là aussi une avancée, enfin, une forme de contestation du monde occidental ancienne. Il y a eu l'adhésion de la Russie à la conférence internationale islamique il y a déjà de cela pratiquement 15 ans. Il y a la mise en place d'agences de presse et de médias télévisuels chinois, russes, mais aussi en provenance des pays arabes, qui contestent de plus en plus la maîtrise du Nord global sur l'information. Donc, on a tous les indicateurs qui montrent que, aujourd'hui, le Nord global, les États-Unis et leurs alliés, et j'inclus dans ces alliés des pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, que les pays du Nord global sont aujourd'hui en retrait. Alors, est-ce que ce retrait peut-il être géré ? Autrement dit, est-ce qu'ils sont capables de parler à ces pays du Sud global et donc de parler à la Russie pour refixer des frontières ou des lignes de partage ou encore des lignes rouges en disant si vous allez au-delà, nos intérêts vitaux seraient concernés ? Ou alors, est-ce que l'on va plutôt assister à une forme d'éclatement du Nord global, certains pays allant avec les États-Unis, d'autres pays choisissant de faire bande à part, voire de choisir une forme de neutralité. Et en réalité, cette hypothèse-là, elle est à la fois peut-être politiquement la plus intéressante, mais elle est militairement la plus dangereuse. Parce que si l'on n'a pas des lignes rouges qui soient fixées et reconnues des deux côtés, c'est pas tout de dire que voilà, tel point est pour moi une ligne rouge. Encore faut-il que celui d'en face le reconnaisse. Bien sûr. C'est ça qui est extrêmement important. Si on n'a pas ça, nous allons vivre dans un monde qui deviendra de plus en plus dangereux dans les 10 à 15 ans qui viennent. En tout cas, on constate qu'il est dangereux. Plusieurs guerres se déclenchent en ce moment. Est-ce qu'on peut considérer que cette sorte de révolution de l'organisation du monde que veut le Sud global est liée au fait qu'il y a le sentiment d'une injustice dans la répartition de la richesse globale, positif pour l'Occident et moins pour le Sud global, où celui-ci dit ça suffit. Alors, si je ne me trompe pas, l'Occident, en considérant le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, l'Europe, on est à quoi ? On est à 12% de la population mondiale ? Oui, à peu près. Mais plus de 50% de consommation des ressources. Oui, tout à fait. Et donc les 50% restants sont pour 88% de la population mondiale. Celle-ci dit ça suffit. Oui, alors, il faut faire là attention de ne pas regarder uniquement l'utilisation des ressources, c'est très important, en particulier d'un point de vue écologique, mais il faut aussi regarder cela en termes d'accumulation de la richesse. Et un pays comme la Chine, par exemple, n'est plus un pays du Sud, en réalité. Oui, bien sûr. Oui. Bon. L'Inde l'est encore
mais elle a toute une partie d'elle qui est en train d'émerger, et d'émerger extrêmement vite. Le gros problème de l'Inde sera de maintenir son unité dans ce processus d'émergence. Et on assiste aujourd'hui à une forme d'appauvrissement relatif des pays du Nord. C'est vrai sur les États-Unis, c'est encore plus vrai sur les pays d'Europe. Donc, cette question de l'opposition Nord-Sud, bien sûr qu'elle a des bases économiques, bien sûr qu'il y a un mode, un rapport à l'acquisition des ressources qui est différent entre ces deux blocs, mais ceci est en train d'évoluer, et le fait que, par exemple, les pays du Golfe décident de se rattacher au Sud global, j'ai pas le sentiment que l'Arabie Saoudite soit un pays pauvre, que les Émirats Arabes Unis ou le Qatar. Bon, voilà, il faut quand même le dire. Une partie de cette pauvreté est en fait le résultat de mauvaises politiques qui ont été menées localement. Par contre, ce qui est important, c'est que dans les représentations des habitants, le Nord se voit accusé de pratiquement tous les maux dont souffre le Sud. Alors je ne dis pas que le Nord global n'ait pas eu ses responsabilités, il a à l'évidence des responsabilités, ceci est indiscutable. De là à dire qu'il porte la responsabilité de tout, c'est aller un peu vite en besogne. C'est d'autant plus facile qu'une partie de la jeunesse intellectualisée d'Occident, en particulier dans le milieu universitaire, véhicule cette idée que l'Occident est responsable de tout. Oui, bon, ça peut être exaspérant quand on vit parmi ces gens-là, mais dès qu'on sort de ces gens-là, ils n'existent plus. Ils disent, bon, ils ne pèsent pas. Non, ce qui est important, c'est quand même, il faut, à un moment donné, poser la question, pourquoi des pays qui ont été colonisés en Asie, et durement, qui se sont durement d'ailleurs révoltés contre la tutelle coloniale, l'Indonésie, le Vietnam. Bon. Comment se fait-il que ces pays connaissent aujourd'hui des trajectoires de développement qui soient si radicalement différentes de ce que connaissent les pays de l'Afrique du Nord ou les pays de l'Afrique subsahélienne? Là, ça pose un vrai problème. Bon, moi, je pense avoir au moins des éléments de réponse, c'est-à-dire le fait que dans ces pays-là, l'État était et reste beaucoup trop fragile, alors qu'il y a une culture de l'État très forte, que ce soit en Indonésie, que ce soit en Malaisie, que ce soit au Vietnam. D'abord parce qu'on parle d'États qui ont des existences sur plusieurs centaines, voire un millier d'années, que ces États avaient été défaits par les puissances coloniales, mais que survivait l'idée de retrouver la puissance de ces États, et que, pour le coup, ça existe beaucoup moins, je ne dis pas que ça n'existe pas du tout, mais ça existe beaucoup moins en Afrique, et en Afrique du Nord. Reste aussi le problème de l'évolution de l'Amérique latine, dont on parle peu. L'Amérique latine est globalement considérée comme faisant partie du Sud global. Mais il y a des différences majeures au sein de l'Amérique latine. Un pays comme le Brésil est en train enfin d'émerger. Je dis enfin parce que pendant des années, on se répétait entre économistes du développement cette fameuse plaisanterie qui consiste à dire oui, le Brésil est un pays d'un grand avenir et qui le restera. Et on était frappé par l'incapacité de l'économie et des institutions brésiliennes de se hisser à la hauteur de leur potentialité. Bon, ça, c'était vrai jusqu'il y a 10-15 ans. Et aujourd'hui, on voit que, enfin, le développement du Brésil commence, alors bien sûr avec toute une série de problèmes, hein, mais que globalement, ils sont rentrés dans le développement. Donc, on voit bien qu'il y a aussi des problèmes sur l'Amérique latine. L'Amérique latine reste un continent qui est mal analysé
dans le cadre de cette opposition entre Nord global et Sud global. Toute une série de collègues continuent de le considérer comme une forme d'appendice politique des États-Unis, ce qu'il n'est plus depuis au moins 15 à 20 ans. Et ceci, d'ailleurs, n'est pas lié à la couleur politique des régimes. Par exemple, l'ancien président brésilien, Bolsonaro, homme de droite, grand admirateur de Donald Trump, etc. Il a pourtant renforcé les liens du Brésil au sein des BRICS. Alors on voit bien, le Brésil... C'était pourtant assez calme. Tant qu'il était président, il n'y a pas eu tellement d'avancées des BRICS. C'était un peu... Oui, mais ils ont continué. Par exemple, c'est là où a été mis en place la Banque des BRICS, qui est située à Brasilia. Donc, il y a eu toute une série de choses qui se sont passées. Donc, on voit bien, les BRICS se constituent avec une présidence de gauche. La place du Brésil n'est pas diminuée par une présidence de droite. Et évidemment, avec une nouvelle présidence de gauche, ça continue d'accélérer. Donc, ceci, ça montre bien que la capacité des États-Unis à hégémoniser le sous-continent de l'Amérique latine, elle, n'est plus de mise. Et ça montre bien que, là encore, on va avoir, je pense, des développements assez surprenants. Et un pays dont on parle peu, c'est le Chili, mais qui pourrait, si le Brésil et l'Argentine sont dans les BRICS, eh bien je pense que le Chili ne restera pas hors des BRICS très longtemps, et que l'on verra se développer, là aussi, des logiques d'autonomisation de ce continent par rapport aux États-Unis, et une forme de rapprochement avec les pays du Sud global. Même le Mexique. Ça concerne même le Mexique. Hein. Le Mexique qui avait demandé son adhésion, qui finalement l'a retiré, mais l'a retiré pour cette fois, pourrait très bien reposer la question de son adhésion l'année prochaine ou l'année d'après. Et... Ils ont même fait récemment un défilé militaire très agaçant à Mexico avec des troupes russes, chinoises, de Cuba, du Venezuela. Tout à fait. Non mais ça c'est une manière aussi de rappeler aux États-Unis que l'autre adage, vous savez, le Mexique, pauvre pays, si loin de Dieu, si près des États-Unis, qui était un adage parfaitement vrai dans les années 50 et dans les années 60, n'est plus aujourd'hui de mise. Alors, est-ce que les pays du Nord global, les États-Unis, mais aussi la France, l'Allemagne, arriveront à se positionner par rapport à un monde où ils ne sont plus le centre, où, grosso modo, l'espace atlantique, qui était le centre du monde, de fait, depuis le début du XVIIIe siècle jusqu'au début du XXIe siècle, sur 3 siècles, est-ce que nos élites seront capables de penser la place du pays, la place de leur pays, États-Unis, Allemagne, France, etc., dans un monde dont ils ne sont plus le centre? Est-ce qu'ils arriveront à développer les stratégies qui permettent effectivement de penser la place du pays et de ses alliés dans un monde dans lequel on est en train de devenir des périphéries? En réalité, ça c'est un autre problème. Alors justement, ça amène un point de la discussion que je voulais avoir avec toi. Qu'est-ce qui va se passer pour la France, enfin pour l'Europe en général, mais pour la France spécifiquement, et surtout sur les questions économiques, dans ce chambardement du monde et dans le fait que notre pays, cette zone, se retrouve à la périphérie de là où se passent les choses? Et quelles sont les conséquences qu'on peut imaginer pour tout un chacun au quotidien? Alors tout d'abord, il y a un grand problème, c'est est-ce qu'on va commencer à se poser réellement le problème? Moi, ce que je constate, c'est que pour l'instant, les élites, alors c'est vrai en France, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Allemagne, vivent plutôt dans le déni. Non, mais je parlais des gens sérieux. Non, mais... je suis désolé. Pas Bruno Le Maire. Non, mais les élites, c'est aussi une chose importante. Quelle qu'elle soit, on peut considérer qu'on a des élites de très mauvaise qualité dans les différents pays occidentaux. C'est un autre problème. Mais d'une certaine manière,
il faut savoir que notre politique sera faite par ces gens-là. Bon. Donc, le premier point, c'est quand est-ce qu'on sortira du déni ? Quand est-ce que l'on reconnaîtra que tout ce discours sur oui, peut-être on n'est pas les plus forts, mais nous avons les valeurs. Je déteste ce terme en termes politiques. Je parle beaucoup plus de principes d'organisation de la société. Mais on a les valeurs, les meilleures du monde. Nous sommes les bons, tous les autres sont les méchants. Bon. Quand est-ce qu'on sortira de ce langage ? Ça, c'est un premier point. Et rien ne sera possible tant qu'on ne sera pas sorti de ce langage. Bon, donc ça, point 1. Point 2, comment penser notre place géostratégique ? Il faut d'abord recommencer à penser notre place comme État. Alors ça ne veut pas dire qu'on va immédiatement commencer à se taper dessus avec tous les gens qui nous entourent. Et c'est ça, très souvent, je dirais, le grand mensonge qu'il y a derrière les positions pro-européennes, qu'on se dit, mais s'il n'y avait pas l'Europe, on se taperait dessus. Non. D'abord, on peut très bien passer des alliances, on peut très bien avoir des formes de coordination entre États qui fonctionnent, et pas se taper dessus. Et par ailleurs, le fonctionnement de l'Union européenne a plutôt aggravé les divergences entre les États qu'elle ne les a améliorées. Bon. Donc, il faut que l'on revienne à cette notion des intérêts vitaux d'un État. Et il faut les comprendre d'abord pour soi, quels sont nos intérêts vitaux, mais aussi pour les autres. Une fois qu'on a compris quels sont ses propres intérêts vitaux, on peut commencer à chercher à comprendre quels sont les intérêts vitaux, qu'ils soient exprimés ou non, des autres pays, des pays qui vous entourent. Bon, donc ça, c'est absolument essentiel. Et une fois que cette deuxième étape sera franchie, alors là, on pourra se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une France qui soit à la fois prospère, heureuse et démocratique dans une périphérie du monde. Autrement dit, quelle est la place de la France dans la division internationale du travail ? Quelles sont les spécialisations économiques qu'il faut développer ? Quelles sont les restructurations sociales qu'il faut mettre en place au niveau de la population, en termes d'enseignement, etc. Quand je vois par exemple la stratégie qui est adoptée par le Japon du Meiji, donc, qui subit le choc de l'arrivée agressive des États-Unis, qui s'ouvre les portes du Japon littéralement à coups de canon, c'est bien ce qui s'est passé, et les Japonais en tirent la leçon et se disent comment notre pays va-t-il survivre dans les 30, 40, 50 prochaines années. Et ils font très vite le bilan. Ils disent, il nous faut sortir de notre structure féodale. Et ça conduira à la fameuse guerre des samouraïs, l'affrontement entre le clan Setsu et le clan Sashima. Il nous faut nous développer économiquement. Il nous faut une autre forme d'organisation administrative qu'ils iront prendre en France, avec les préfectures. Et par exemple, on parle encore de préfecture en japonais. Et il nous faut le temps de cette transition entre notre situation actuelle et la situation ultime future, que nous nous trouvions un allié puissant au niveau international. Et ils choisissent l'Angleterre. Et là, on est bien en place d'une stratégie à long terme. Alors après, il y a des moments où on nationalise une partie de l'industrie, puis on les dénationalise 15 ans après, ce qu'on appelle les dénationalisations Matsukata. Et on constitue en fait les grands groupes industriels japonais. Bref, ça c'est autre chose. Ça, on est beaucoup plus dans la tactique. Mais il y a une stratégie qui est faite. Et il faudrait que l'on ait l'équivalent de cette stratégie qui consiste à dire tout d'abord, on ne peut plus rester dans un pays, ou plutôt comme un pays, qui soit à la fois un pays dit indépendant, mais à la fois soumis à des instances fédérales. Le faux fédéralisme de l'Union européenne est profondément mortifère.
Alors, comme on sait qu'on n'arrivera pas à avancer jusqu'à un fédéralisme global, il faut que l'on recule et que l'on arrive à reconstituer l'Union européenne comme une structure de coordination entre les États, mais non pas une structure fédérale. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2... On revient au traité de l'Élysée de Gaulle. Tout à fait. Ou à des formes, évidemment, améliorées. Mais c'est ça l'idée. C'est l'idée, oui, l'Union européenne coordonne et arrive d'une certaine manière à rendre compatibles entre elles les grandes politiques de ces pays membres, mais on parle de pays indépendants et non pas de pays qui sont soumis à une tutelle multinationale. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point extrêmement important, il faut moderniser l'économie et la société. Grosso modo, notre modernisation, à la fois sociale et économique, s'est arrêtée au début des années 80. Il y a eu un énorme effort de modernisation qui a été fait à partir de 1946-1948. Bon, cet effort a été largement un succès. Et puis, on a cessé d'avoir cette idée, je dirais, de long terme, et on a commencé à ne plus regarder que des avantages de court terme. On s'est dit, nous avons un avantage compétitif là, on va tout mettre dessus. Mais cet avantage compétitif n'était pas nécessairement appelé à durer. Donc, un très bel exemple. La France est capable de développer le Minitel, mais n'est pas capable de passer du Minitel à l'Internet. Alors que, normalement, nous en aurions eu les capacités techniques. Donc, il faut analyser cette espèce de retard que nous avons pris du début des années 80 à maintenant. Ce retard, il est dû aux deux pôles de l'échiquier politique. Bien sûr, la politique qui a été menée par les socialistes, mais aussi la politique menée par la droite. Très souvent, il s'agit des mêmes politiques, d'une certaine manière. Et il faut être capable de penser qu'est-ce que sera la France des années 2050-2060. Donc, c'est ça, et ça demande effectivement un énorme effort de conceptualisation, et puis après de mise en œuvre. Ce qui veut dire qu'il faudra très probablement renouer avec une planification du type années 50, années 60, donc une planification que l'on appelle une planification indicative, mais qui a un bel élément de coercition, en son sein. Et il nous faudra repenser, en même temps, notre place à l'international. Alors, là, je veux dire, Emmanuel Macron, pour lequel, je dis tout de suite, j'ai très peu d'estime, avait eu une bonne idée, qu'il a gâchée en 30 secondes. Bonne idée, c'était de se dire, les BRICS sont en train d'émerger comme un pôle important dans la vie internationale. La France pourrait demander à être observatrice par rapport aux BRICS. Après tout, il y a bien des pays assez développés, comme la Chine. Si vous voulez, de ce point de vue-là, il n'y a pas grand-chose de différent entre la France et la Chine. Bon. Sauf que, à partir de cette idée, mais qui demandait à être bien creusée, ça demandait à aller voir les Russes, les Chinois, les Brésiliens, les Indiens, les Africains du Sud aussi, bon, pour leur parler de ça, de leur dire comment est-ce que vous voyez un rapport de la France avec les BRICS qui pourrait vous intéresser. Bon. Non. Ils décident, le nez en l'air et flamberge au vent, de dire je vais demander à pouvoir venir assister au sommet des BRICS à Pretoria. Ce qu'il ne fallait pas faire. Bon. Mais je pense que sur le fond, c'est ça. Il a un certain talent de Gaston Lagaffe en relation internationale. Oui, tout à fait. Et il gâche des idées qui sont, par moments, très bonnes, si vous voulez. Je ne dis pas que... Il y a un autre candidat en 2017 qui... Oui, tout à fait. qui avait eu cette idée. Autre point, l'OCS.
Bon, pas question de demander à adhérer à l'OCS, évidemment. Mais l'OCS, on le voit, est en train de sortir d'Asie centrale et de commencer à s'intéresser à l'océan Indien. Et il y a un morceau de France dans l'océan Indien, c'est la Réunion. La France pourrait demander à être observatrice à l'OCS. Et à partir de là, elle pourrait avoir comme stratégie d'être le point de contact entre ces organisations du Sud global et les organisations du Nord global, dont nous faisons aussi partie. Alors, ce qui voudrait dire probablement ajuster notre position. Par exemple, quitter le commandement intégré de l'OTAN, revenir à la position gaulliste, où la France faisait partie de l'OTAN. Beaucoup de gens disent la France est sortie. Non, la France faisait partie de l'OTAN, et je pense qu'il est important qu'elle y reste, mais qu'elle sorte de l'organisation intégrée, et qu'elle rentre dans des formes de négociation avec les institutions de sécurité du Sud global, comme l'OCS. Mais on voit bien qu'on ne pourra avoir une certaine crédibilité internationale. Parce que qui est intéressé aujourd'hui par un statut de la France comme observateur dans ces organisations-là? Enfin, qui? Je parle des pays du Sud global, hein, des pays membres. La France n'a rien à apporter et ne peut être au mieux que perçue comme un pseudopode des États-Unis. Donc, nous avons d'abord un travail de mise en ordre de notre politique, mais en gardant toujours à l'idée qu'à un moment donné, nous sortirons du giron des organisations du Nord global et nous irons vers ces organisations du Sud global, au moins en tant qu'observateurs, de manière à être capables d'assurer un dialogue entre les deux, et ce sera extraordinairement important pour les 20 ou 30 ans qui viennent. Je pense même que c'est la tâche historique de la France de le faire, et que si elle ne le fait pas, comme je ne vois aucun pays capable de le faire, aucun pays ayant, je dirais, l'histoire diplomatique lui permettant de le faire, ça veut dire que le monde sera encore plus dangereux qu'il ne pourrait l'être. Alors, ce qui est amusant, Jacques, c'est que tu as répondu à la question que je vais te poser après. Mais je t'avais posé la question, je la repose alors. S'il n'y a pas d'air Meiji à la française, et si nous continuons à avoir ces élites-là, qui ne voient pas le changement du monde, qui refusent de constater tout ce que tu décris, si on ne fait rien, si on continue sur la pente sur laquelle on est, quelles sont les conséquences économiques pour notre pays dans un avenir relativement proche? Conséquences économiques et politiques sont malheureusement très sombres. L'économie française continuera de s'étioler. Il n'est pas possible aujourd'hui de réindustrialiser en conservant les institutions financières de la zone euro. Non seulement l'euro, mais je dirais l'ensemble des institutions financières qui y sont liées, c'est-à-dire le principe d'indépendance de la Banque de France, l'incapacité et l'impossibilité surtout du gouvernement de développer une politique monétaire qui soit cohérente avec sa politique budgétaire. Bon, tout ceci est une évidence. Donc, une désindustrialisation qui va se continuer, qui s'aggrave aujourd'hui d'une baisse de la productivité, qui est plus importante en France qu'en Allemagne, qu'en Italie ou qu'aux États-Unis. Et je signale parce que qui dit baisse de la productivité dit hausse des prix, de toutes les manières. Donc c'est de toutes les manières une cause endogène de l'inflation que nous avons en France. Nous aurons évidemment à cause de cette évolution un appauvrissement de la France qui se traduira tout d'abord dans le secteur public, parce qu'on voit bien aujourd'hui que les élites ne sont pas prêtes à accepter, je dirais, que les entreprises payent ce qu'elles doivent payer. En réalité, il faut savoir que la subvention aux entreprises coûte probablement 4 à 5 points de PIB au budget français tous les ans. Donc c'est considérable. Donc on verra l'état des services publics continuer à se dégrader. Or,
les services publics représentent une part non négligeable du revenu des plus pauvres. Et en fait, la consommation publique est d'autant plus importante que son niveau de revenu est bas. Donc la consommation publique représente probablement 10 à 15% pour des riches, mais pour les deux déciles les plus pauvres, ça peut représenter 40 à 50%. Donc ça, c'est un point. Évidemment, ceci va aggraver les tensions sociales, va développer une tendance à l'autoritarisme de plus en plus importante de la part de l'État, qui reste quand même, de ce point de vue-là, l'État des riches, très largement, ou l'État qui a été capturé par les riches, quelle que soit la formule que l'on utilise. Mais ça reste cela. Et par ailleurs, la France va être confrontée à un risque grandissant de forme de guerre civile à bas bruit. Alors, de guerre civile à bas bruit, je veux dire par là qu'il y aura à la fois un problème avec l'islamisme, mais ce n'est pas le seul, loin de là. Il y aura un problème lié tout simplement avec le fait que les couches les plus pauvres de la population vont, d'une certaine manière, commencer à protester de manière de plus en plus violente. Nous aurons aussi un problème de rapport sur la question écologique entre la grande partie de la population française qui fait des efforts et celle qui se refuse à en faire. Donc, on peut avoir, je dirais, une forme de guerre civile à bas bruit multicause, et il est très important de ne pas la réduire à une seule, de ce point de vue, parce que là, on cesse de comprendre quoi que ce soit, qui achève de déstructurer la société française et donc la nation. Donc oui, effectivement, les enjeux sont extraordinairement importants. Ils sont extraordinairement importants, et c'est pour ça que je pense que toute mauvaise qu'elle soit, si vous voulez, aussi couverte d'abus et de crimes qu'elle soit, malgré tout, c'est d'une partie de l'élite actuelle que viendra la solution. Et ce que je veux dire par là, c'est que on n'a jamais vu un changement majeur dans aucun pays qui ne se fasse sans qu'une partie de l'élite fasse défection et rejoigne le camp des réformateurs. Ça, c'est une vérité. Cas de la révolution russe, où je suis désolé, l'intelligentsia, et l'intelligentsia technique en particulier, sans être convaincue par le discours des bolcheviks, considérait néanmoins que les bolcheviks étaient une meilleure solution que le maintien du tsarisme. Et ça a été essentiel pour la victoire de la révolution bolchevique. Mais c'est la même chose en Chine, c'est la même chose en Inde. Quand on regarde les pays qui ont, d'une certaine manière, affronté des changements gigantesques, on voit toujours que c'est parce que l'élite se scinde en deux et qu'une partie rejoint le mouvement de réforme. Bon. Donc, je crois qu'il faut être extrêmement attentif aux divisions qui peuvent apparaître au sein de l'élite actuelle et ne pas hésiter à passer des alliances, qu'elles soient temporaires ou plus longues, avec ces fragments de l'élite qui feront sécession par rapport au bloc élitaire, pour leur dire, vous avez votre place. D'ailleurs, vous amenez, et c'est vrai, des compétences. Je suis désolé, quand on parle par exemple de politique étrangère, alors on peut dire, le ministère des Affaires étrangères est entièrement gangréné par les néoconservateurs. C'est même pas vrai. Le poids des néoconservateurs, il est important, mais il ne considère, il ne concerne que la partie tout à fait décisionnelle du ministère. Et il y a des cadres qui se rendent compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui par conformisme disent oui d'accord, mais malgré tout je vais m'aligner sur la position du ministre, bon, etc. Et c'est eux qu'il sera important de récupérer
d'une certaine manière. Donc, voilà, il faut faire très attention. Nous avons deux manières de sombrer. La première manière de sombrer, c'est de ne pas poser la question de la réforme et de laisser l'élite actuelle continuer son petit bout de chemin mortifère. Et l'autre manière de sombrer, ça consiste à dire « Ah oui, mais tout viendra d'un grand soir et nous allons tout d'un coup balayer toute l'élite et nous retrouver face à une page blanche sur laquelle nous écrirons un nouveau parcours. » Ceci n'existe jamais. Donc il faut tenir l'équilibre entre les deux. Alors bien sûr, je suis entièrement d'accord avec ton analyse, mais visiblement, ce n'est pas ce que fait encore l'élite. Là, récemment, on a eu une interview du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, et de Cazeneuve, qui disent « Mon Dieu, on a un déficit extérieur, un déficit, une dette publique colossale. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va vendre du bien immobilier de l'État et réduire les allocations chômage des anciens. » Donc encore un sparadrap sur une jambe de bois. On a le fédéralisme européen qui progresse selon la politique des petits pas. Depuis la guerre en Ukraine, c'est flagrant avec Mme von der Leyen qui se vit de plus en plus et on la laisse vivre comme étant la présidente d'une institution qui n'existe pas, présidente de l'Union européenne, alors qu'elle n'est la chef, censément que la chef des fonctionnaires. Demain, le Parlement européen va se prononcer sur le vote sur le traité de libre-échange entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande, qui, s'il est ratifié, et je ne vois pas qu'est-ce qui fait qu'il ne soit pas ratifié, nous allons importer des dizaines de milliers de tonnes de viande, de lait, de bovins de Nouvelle-Zélande, ce qui va définitivement massacrer, avec l'accord de libre-échange sur le Mercosur, nos éleveurs, qui sont dans une situation tragique. Bref, on n'a pas une... Et puis ne parlons pas de l'accord TAFTA qui a été enterré, qui est renégocié visiblement par la Commission européenne en catimini. On a l'air d'aller encore plus dans ce que l'on était avant. Alors, on ne prend pas ça... En tout cas, les élites qui sont là pour le moment au pouvoir, donc je ne parle pas de celles qui se rendent compte et qui pour le moment se taisent et qui basculeraient pour sauver leur patrie, par exemple, mais celles qui sont au pouvoir ont l'air de vouloir continuer en accélérant sur la voie qui nous a amenés là où on est. Alors, en ce qui concerne les élites de l'Union européenne, il faut faire attention, von der Leyen est très contestée au sein même de l'Union européenne. Elle est contestée sur la forme, elle est contestée sur le fond. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas présenter cela comme quelque chose d'absolument univoque. Même chose sur la question des traités. La question de l'agriculture a toujours été un des points faibles. D'abord du marché commun, puis de l'Union européenne. Il y a d'immenses contestations. Donc, je le dis très clairement là-dessus. Et peut-être qu'il faudra s'allier avec certains pays qui peuvent ne pas nous plaire, mais dont, à un moment donné, les intérêts arriveraient en convergence avec les nôtres pour bloquer ça. Ça, c'est un premier point. Sur l'interview qui a été donnée par Bruno Le Maire et Thomas Cazeneuve, je dis bien Thomas, il ne s'agit pas de l'ancien ministre et de l'ancien Premier ministre. D'abord, il faut dire une chose, c'est de la communication. Non, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'ils ont découvert la taille de la dette et la taille du déficit. Et d'ailleurs, Bruno Le Maire, il faut lui reconnaître au moins cette conscience, s'il n'en a qu'une. Il le dit depuis maintenant, grosso modo, 2 ans et demi. Bon. Non, on voit très bien qu'ils veulent toujours continuer cette politique qui est la politique du Robin des Bois inversé. Je prends aux pauvres et je donne aux riches. Tout simplement. Et ils font de la communication. J'ajoute que c'est de la communication qui est extrêmement mal faite, en réalité, parce que s'ils attaquent sur la dette, il est très facile de dire, mais attendez, messieurs, la dette, ce qui vous importe, c'est le rapport dette sur PIB. La dette est calculée en termes nominaux, le PIB aussi. Donc, si nous avons une inflation relativement forte
et une nouvelle croissance, cela fera baisser mathématiquement ce ratio dette sur PIB. Donc là, il serait beaucoup plus juste d'attaquer sur, non pas la dette, mais le déficit. Autrement dit, ce qui ajoute tous les ans à la dette. Et là, effectivement, il y a un problème. Le fait que la France n'a pas été capable de produire un budget en équilibre, quelles que soient les situations économiques. Il y a des situations économiques où il faut un budget en déficit, on est entièrement d'accord. Bon, et ce n'est pas à moi, vieux keynésien, qu'on va expliquer le contraire. Mais il y a des moments où il n'est pas nécessaire que le budget soit en déficit. Comment se fait-il que nous soyons toujours en déficit? Alors, comme je l'ai dit, il y a l'ampleur des subventions faites aux entreprises. Elles sont considérables. Mais ces subventions, elles sont nécessaires tant que nous aurons l'euro. Et là, on voit bien un petit peu le piège, c'est-à-dire que pour maintenir la compétitivité de nos entreprises en dépit de l'euro, nous leur accordons des dégrèvements fiscaux, alors de toute nature, que ce soit le CICE, qui se montent aujourd'hui, grosso modo, entre 4 et 5% du PIB. C'est considérable. Donc on voit bien que là, il y a le problème de la monnaie. Et puis, il y a le problème globalement, je dirais, des dépenses sociales. Les dépenses sociales sont certainement mal utilisées. Je ne dis pas qu'elles sont trop importantes, mais je dis qu'elles sont mal utilisées. Et là, il faudrait faire un espèce d'audit national sur quels sont les points sur lesquels il est extrêmement important de développer des dépenses sociales et quels sont les points qui sont plus secondaires. Je pense qu'en réalité, admettons que nous sortions de l'euro, que nous n'ayons donc plus besoin de subventionner les entreprises telles qu'on les subventionne, que l'on récupère 4 à 5 points de PIB. 4 à 5 points de PIB, c'est plus que le déficit budgétaire en temps normal. Le déficit budgétaire en temps normal, il est d'environ 3,5%. Donc ça veut dire qu'on gagnerait l'équivalent d'un point de PIB à ajouter, alors, soit sur des dépenses d'investissement, soit sur des dépenses de redistribution. Il faut qu'on ait un débat public là-dessus, en sachant que les dépenses de redistribution sont certainement nécessaires dans l'immédiat, mais que les dépenses en infrastructure permettront de réduire à terme ces dépenses de redistribution. Donc il y a un arbitrage à faire entre le court terme, et il est clair qu'on ne peut pas sacrifier un certain nombre de dépenses qui sont importantes dans le court terme, ou alors on plonge les gens dans la pauvreté la plus noire, et des dépenses d'infrastructure qui, elles, représentent le long terme. Il y a un véritable problème. Et l'organisme qui est le seul capable de faire cet arbitrage, disons, de reprendre la totalité des informations et de faire cet arbitrage, ça s'appelle un comité de planification. Donc, sortie de l'euro, création d'un véritable comité de planification, pas cette espèce d'agence de planification qui existe. Bref, la prébende de M. Bayrou, qui n'a aucun intérêt, qui d'ailleurs fait la même fonction que ce que fait France Stratégie. Ils auraient au moins pu avoir la décence de fusionner les deux. Oui, mais ça fait 2 EHPAD comme ça. Oui, c'est sympathique. tout à fait. Bon, après, ils auraient pu faire un chef général de l'EHPAD, Bayrou, et bon, je passe là-dessus. Bon, mais un vrai commissariat au plan, rattaché au chef de l'exécutif. Bon, soit le président, soit le Premier ministre. Mais mon opinion, c'est plutôt rattaché au président. Avec statut de ministre, c'est-à-dire capable de siéger au Conseil des ministres, reprenant l'ensemble des débats et donnant son accord ou bloquant toute une série d'arbitrages qui sont faits au niveau ministériel. Un commissariat à la planification avec des dents. Autrement dit, un contrôle
sur les investissements, un contrôle sur les subventions que fait l'État. Bon, ça, oui. Et ça, il nous le faut d'urgence. Et enfin, nous avons le problème de la transition énergétique qu'on va faire, mais sur 30 ans, 40 ans. Il va falloir redonner une priorité au nucléaire. Il va falloir développer malgré tout la consommation de gaz, parce que s'il vaut mieux utiliser du charbon que de la tourbe, il vaut mieux utiliser du gaz que du charbon. Bon. Et puis, il y a le problème d'avoir une politique, je dirais, globale d'aménagement du territoire, en disant, là, il y a des forêts qu'il faut développer comme puits de carbone, parce que, faut être honnête, dire émission zéro de gaz à effet de serre, ça ne veut pas dire émission brute. Ça veut dire émission nette. Autrement dit, émission brute moins capture du carbone par différents types de puits de carbone. Donc, il va falloir développer cela, il va falloir repenser les transports. Donc, là encore, ce sont des tâches qui relèvent largement d'un commissariat à la planification. Mais donc, quand je disais que la France avait besoin de réformer en profondeur son économie et sa société, c'était à tout cela que je faisais référence. Eh bien, écoute, Jacques, on va terminer là-dessus. Merci. C'était excellent, quasiment un programme. Oui, quasiment. La France du futur. Ouais. Puisque notre interrogation, c'est toujours comment reprendre le destin en main. On n'a pas toujours des interlocuteurs qui nous disent... alors, peut-être que ce n'est pas la bonne voie, même si je trouve que ça me semble être parfaitement la voie à suivre, mais une voie qui nous dise, mais voilà, il faut faire ça. De manière aussi claire. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la possibilité de l'exprimer. C'est parfait.